Salut à tous, c'est Ginji pour Ginji DR. Cette fois-ci, on va parler de la difficulté dans le jeu de rôle. Donc là, on va parler de quelque chose d'assez particulier. On va parler de quelque chose d'assez particulier, puisque ça n'en a pas l'air comme ça de dire oui, la difficulté, c'est quelque chose de particulier. Vous dites, quoi? C'est normal, puisque en fait, il y a plusieurs niveaux de difficulté, mais j'avais envie de parler justement d'une fois de la difficulté, mais l'autre chose des choses qui se veulent être de la difficulté, mais qui n'en est pas. Donc c'est parti, on va parler de la difficulté. Alors il existe plusieurs niveaux de difficulté dans les jeux de rôle, que ce soit au niveau de l'accessibilité des jets, que ce soit de la résolution, que ce soit au niveau de l'univers dans lequel vous êtes, et surtout ce qu'on appelle les niveaux de jeu. Donc est-ce que oui, vous êtes en survie héroïque ou épique? Voilà. Et donc, étant donné qu'il existe plusieurs variétés, variabilité au niveau de la difficulté, j'avais envie un petit peu d'aborder le sujet, puisque ça m'arrive en lisant justement, chose que je devrais peut-être plus faire, regarder les commentaires de let's play de jeux de rôle, et des personnes qui parlent justement de la difficulté. Ah oui, dans cette situation-là, non mais je vais tuer mes joueurs, hein. Oui, non mais vraiment, en fait, vous êtes des fragiles. Vous avez pas envie vous avez pas envie de tuer vos personnes. Vous avez pas envie d'y aller à fond. Donc finalement, vous n'êtes pas des bons MJ, n'est-ce pas? Ça me rend malade. Pour être honnête, même encore maintenant, je peux vous dire que j'ai fait au moins 4 essais. Chaque essai faisait 1 heure et que j'explosais de rage. Maintenant, on est en janvier. J'y arrive. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rage. Et j'avais envie de commencer par ça. La difficulté ou la difficulté dite mortelle. Genre, vous faites un faux pas ou une erreur décisive. Oui, vous donnez aucune chance au joueur, vous dites c'est bon, vous êtes mort. Alors, je pense que de toutes les façons, ceux qui sont abonnés à ma chaîne pour l'instant sont des personnes assez matures. Une partie aussi fait partie de ma tablée. Et ils connaissent déjà mon point, ceux qui sont à ma tablée, ils connaissent déjà mon point de vue sur la difficulté. Surtout que la difficulté est très changeante d'un arc narratif, d'un scénario ou d'une phase de partie à une autre. Voilà, c'est pas, j'ai une façon de gérer qui est organique et donc qui a des fois des variations haletantes et d'autres fluides, pas trop de difficultés, des fois même croisière. Donc j'avais envie de parler de ça. Et s'il y a des personnes qui pensent comme ça, je vous invite à me répondre en commentaire. Est-ce que en ayant votre logique de merde, là je me permets d'y aller franchement. Je préfère y aller franchement pour qu'après je ne regrette pas encore une fois et que je supprime ma vidéo et que je réessaie. Est-ce qu'avec votre logique de merde, vous pensez que vous allez garder des joueurs ou que vous allez fidéliser vos joueurs? C'est le mot fidéliser, ça donne un côté non, mais c'est vrai. Comment vous allez fidéliser vos joueurs si si vous faisiez mourir vos personnages d'une façon si brutale? Est-ce qu'il y a un intérêt scénaristique à ça? Vous voulez faire, oui, on n'a qu'une seule vie, c'est la mort, c'est ça? Je suis désolé, mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Le jeu de rôle, il y a des jeux de rôle qui sont simulationnistes, mais même dans le simulationnisme, si le simulationnisme nuit à la narration, finalement, le jeu de rôle qui est simulationniste, géré par une personne qui a un souci de simulationnisme trop extrême, devient le pire DMJ. Je vais m'expliquer. Pourquoi on joue au jeu de rôle? Certains disent pour s'évader. Malheureusement, je ne fais pas partie de cette catégorie. Je ferai des tonnes d'univers, je fais des tonnes de jeux, je m'immerge dedans. Des fois, je me réveille et puis je me pose la question. Ouais, mais il y a ça dans ton univers. Et puis je leur dis, ouais, non, mais en fait, j'avais vu un portrait de cette race-là dans mon rêve, donc oui, il existe. C'est à ce point-là. J'ai un niveau de symbiose assez particulier dont je me tairai un petit peu là-dessus, mais en tout cas, il y a de ça. Il y a plusieurs raisons qui poussent à jouer au jeu de rôle. La première, c'est bien sûr
vivent une grande aventure. Certains, voilà, c'est s'évader. Je ne tourne pas en dérision ceux qui pensent comme ça. Je pense qu'il y a peut-être des raisons même très pertinentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'aurais vraiment voulu traiter de ça, mais par le biais, si vous voulez, de propos, de recherche, puisque je vais commencer à chercher des choses à ce sujet-là, ça serait intéressant. Ensuite, il y en a qui veulent passer du bon moment avec leurs amis, il y en a qui veulent vraiment, tout simplement, jouer à un truc et s'amuser. Voilà. Et à ce moment-là, il y en a, bien sûr, on va raconter une histoire, tout ça, et il y en a qui encore sortent ce genre de logique. Genre, oui, vous avez donné une chance au personnage, oui, il faut le tuer. Alors, je vais vous expliquer. Il y a un truc qu'on appelle la réception de la mort d'un personnage. Et si on veut, je comptais faire plusieurs vidéos sur la mort, mais quitte à disséminer des choses sur la mort, autant le faire maintenant. Quand vous faites une partie de JDR et au niveau de la mort, ce genre de choses-là, la mort a des sens tridimensionnels vis-à-vis du jeu en lui-même. Et je suis sûr que vous n'êtes même pas au courant de ça. Pourquoi tridimensionnel? À cause des trois vues différentes. La vue du joueur qui est morte, la vue du MJ qui est mort, et la vue à la fois mélangée des joueurs et aussi de la manière dont elle est posée dans la fiction. Bien sûr que c'est regrettable que quelqu'un fasse un saut et puis finalement il tombe et puis il finit par mourir. Mais par exemple, imaginons que le saut il n'est pas si énorme que ça, il n'est pas il n'est pas si difficile que ça, ou voire même qu'il se trouve face à une falaise et qui finit par sauter de l'autre côté d'une falaise. Est-ce que ça veut dire il va vraiment tomber sur rien qui va le permettre de le sauver? Ou est-ce que s'il s'est pris un piège et puis il s'est pris une fléchette à un endroit critique, ça veut dire qu'il meurt? La réponse est, vous devez faire en sorte de ne pas humilier. Je crois qu'il y a un jeu de rôle qui, je crois que c'est un auteur de jeu de rôle qui parlait de ça, je crois, dans le podcast de la série. Je crois que c'était l'auteur de Monostatos. Je ne me rappelle pas son nom, mais en tout cas, il disait ça. Son jeu n'a pas vocation à humilier les joueurs. Mais de cette même façon, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le droit de tuer un personnage comme un simple figurant. Pourquoi? Parce que vous pouvez bien évidemment le faire, c'est votre droit. Mais à ce moment-là, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en quelque part, ils ne sont pas, ils sont pas différents des PNJ, voire même qu'ils n'en sont pas en dessous? Je dis ça parce que j'ai une théorie là-dessus que j'avance, c'est que les PNJ sont les autochtones de leur histoire. Ils ont une histoire dans ce monde, une histoire profonde, si les personnages sont bien travaillés, et aussi il y a une notion de profondeur et aussi une connaissance du monde qui est au-delà des personnages et qui ne figure pas forcément dans l'affiche. Les personnages, en fait, je dirais que les personnages, même si des PNJ sortent de la boîte à outils, les personnages joueurs, eux, ils connaissent en moyenne moins de choses que les PNJ. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier, demander à n'importe quel autre, de regarder n'importe quel autre jeu ou n'importe quel tablé, posez-leur la question, est-ce que la compétence d'histoire de vos personnages, elle est élevée chez certains personnages dans des univers, pas genre des univers où il y a des voyages dans le temps, ce genre de choses-là, mais vraiment dans des univers où justement c'est facilement occulté par la violence du monde, par exemple, ou même dans un milieu contemporain. J'attendrai vos réponses si vous en avez, mais il est clair que non, c'est pas un truc qui est mis en avant. Et du coup, les PNJ, pour moi, de base, ont plus de bagages que les personnages joueurs. Si vous les faites mourir comme des simples péons, des PNJ qui ont eux-mêmes un bagage ou quelque chose, vous pouvez tuer un PNJ qui a un gros bagage, comme si de rien n'était, vous pouvez le tuer en champ, mais vous ne pouvez pas tuer un personnage joueur comme une merde, comme si de rien n'était. Puisque son histoire, elle n'est pas finie, elle n'est pas complète, ou je dirais même qu'elle n'est même pas encore
elle n'a pas encore germé, donc elle est encore à construire. Peu importe le niveau à laquelle vous êtes dans la partie, peu importe au temps où vous progressez dans la campagne, et peu importe ce que vous pensez, parce qu'il y a un moment où quand vous êtes MJ, vous devez penser à vos joueurs. C'est important. Sans joueurs, il n'y a pas de MJ. Sans MJ, il n'y a pas de joueurs. Sauf que les joueurs, si ils sont mauvais, ils peuvent s'améliorer en rejoignant une autre tablée. Si vous avez la même logique, vous êtes voué à vous effondrer, ou au pire, à trouver d'autres personnes que vous allez finalement redécevoir à nouveau, si vous êtes obtus. Je tenais à parler de ça, parce que ce genre de difficulté, oh ouais, je tue, ça sert à rien, vous avez rien compris. Les, je le dis souvent pour mon jeu de rôle, mais je vais réappliquer ça en étendant ça à tous les jeux de rôle. Les personnages joueurs sont les héros de leur propre histoire, mais sont aussi ceux qui ont un poids beaucoup plus conséquent et aussi beaucoup plus étendu que les personnages importants qui ont souvent un poste monolithique. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête, c'est très important. Donc, on va s'attaquer encore au niveau de la difficulté. Alors, la difficulté, elle peut se poser où aussi? Elle peut se poser au niveau, bien sûr, de l'adversité, c'est-à-dire la modification de la faune, de la flore, des créatures, des PNJ, en fonction du niveau des personnages joueurs. Et en fait, ça fait très jeu vidéo. Et mes guillemets ne sont pas faits maladroitement. Je trouve que c'est le système le plus inorganique, le moins fluide, le moins, comment dire ça, le plus binaire qui soit. C'est le plus binaire. Ah, les personnages, ah ben vous montez aussi. Et je comprends aussi le besoin de vouloir faire ça comme ça. Mais après avoir vérifié dans mes dernières versions du système que j'ai finalement remanié dans mon jeu de rôle, je me suis rendu compte de quelque chose. Ça ne fonctionne pas. C'est contraignant pour le maître de jeu de faire ça. De prendre un personnage, ah oui, mais on met des points en plus. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre système. Je pense qu'au système des 20, un point de caractéristique n'est plus anodin. Vous voyez? Je dirais qu'au niveau de la difficulté aussi, euh, la notion de progresser, que les créatures progressent en même temps, peut donner aussi à l'impression aux joueurs euh, celle de ne pas vraiment avancer et d'être toujours confronté au même problème. À ce moment-là, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. À ce moment-là, est-ce qu'il suffit juste de jongler en mettant des monstres plus forts, plus faibles, plus forts, plus faibles? J'ai envie de dire oui, si vous avez envie de faire cet exercice, d'accord, mais dites-vous que c'est vous l'élastique et que les joueurs, d'un côté vous avez les joueurs, d'un côté vous avez les créatures que vous voulez modeler. Si les deux tirent d'un côté, c'est vous qui allez éclater. Vous pouvez essayer, d'ailleurs je vous invite à essayer puisque si vous êtes un MJ venant de débuter, il est clair que vous devez vous faire une expérience. Par exemple, je dis des tas de trucs dans mes vidéos. Ah oui, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Je ne vous demande pas de vous servir de votre tablé comme de rat de laboratoire. Il n'y a pas de problème. Mais essayez au moins d'aller en contre-pied de ce que je dis. Mais de façon assez soutenue pour avoir des résultats. Pour que vous voyez. J'ai hâte d'attendre de voir vos résultats vis-à-vis de ça. Et à ce moment-là, comment mettre de la difficulté? Parce que j'ai failli dire simuler la difficulté. Il ne faut pas simuler la difficulté. Il faut vraiment qu'il y en ait une. Déjà, une des façons de simuler la difficulté que je déconseille, mettre les créatures les plus puissantes face à des joueurs qui sont trop puissants. C'est pas intéressant. Si vous avez envie, la meilleure façon de garder des souvenirs en tant que joueur d'une partie, c'est d'avoir quand même du vraisemblable et un peu de cohérence dans dans les endroits que vos joueurs visitent. Par exemple, s'il y a tout le temps des squelettes majeurs dans les prairies, dans les plaines, dans les volcans, genre comme dans les vieux jeux vidéo, vous voyez, Axe Battler, oui, vous avez des squelettes.
Ah gros, je suis dans un volcan, donc je suis un squelette de feu. Ça ne mène à rien. En fait, ça ne mène pas à rien, mais ça a ce petit côté drôle. Vous avez une chauve-souris, la chauve-souris est dans le volcan, chauve-souris de feu. D'ailleurs, c'est un truc je ne critique pas ça, parce que à un moment, j'étais dans cette phase. Le blé, le chocolat, ça fait du choc à pic. C'est pas comme ça que ça devrait aller. C'est pas comme ça que ça devrait aller. C'est un truc assez, je dirais, malgré les mélanges, ça donne un truc assez monolithique et vous avez tous l'impression que c'est un swap color avec une gamme d'attaques de sources différentes. Même si vous pouvez par exemple mettre du background, oui. Alors là, si je vous le lâche, c'est gratuit. Oui, c'est une chauve-souris de feu qui, oui, il peut balancer du soufre, qui balance à la gueule des dégâts. Puis ensuite, il a une capacité où en fait il a une griffe qui peut injecter du dioxyde de carbone dans l'organisme par les pores de la peau et donc qui fait l'altération d'état suffoqué en plus du manque de précision lancé par ces vagues de brouillard. Ouais, je vais très très loin, on est d'accord. Mais vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Mais ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne me suffit plus. Quitte à faire des créatures, autant faire des choses je dis pas, je parle pas de la quête de l'originalité, mais plutôt faites quelque chose, faites des créatures, que vous en parlez, vous avez ce petit pincement au cœur. Vraiment. Et donc, après la variété, quand je dis la variété, tout ça, un peu, vous pouvez parler, oui, de sous-espèces, il y a le coup des sous-espèces, variations de maladies, tout comme ça fonctionne aussi. Par contre, j'ai critiqué le truc de mélanger des créatures et de mettre des swaps colorants ou des éléments. Ça fonctionne. Mais après, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme niveau de difficulté? Je dirais aussi. euh, hmm, hmm. Ensuite, je pense qu'il y a la difficulté au niveau des compétences. C'est-à-dire l'acquisition de compétences, l'acquisition de caractéristiques ou la montée en niveau. Pour les compétences, ça peut changer. Par exemple, si les compétences elles sont figées sur la fiche, genre oui, vous avez escaladé tous les trucs, bon, ça va, ça se comprend. Après, la progression au niveau de l'expérience aussi, je comprends aussi. C'est des choses qui justement sont proposées par des jeux, des grandes gammes de jeux, qui finalement fonctionnent assez bien. Mais après avoir parlé des niveaux, différents niveaux de difficulté, euh, il en existe d'autres. Mais je vais rentrer dans le détail avec. Déjà, je vais commencer par le plus simple. Les difficultés en scénario, en arc, narratif, ou ce genre de choses. Euh, il ne faut pas partir du principe que quand vous faites un scénario et que vous le soumettez, il doit être plus difficile que quand vous êtes confronté à justement quand vous êtes confronté quand les joueurs sont en allez on va dire open world ou que ça parle à tout le monde. C'est pas forcément obligatoire. En fait, la difficulté, elle peut bien sûr se dissimuler dans les compétences, dans le niveau de scénario ou ce genre de choses là. Mais après, c'est tout ce qui concerne les compétences, par exemple, oui, quand il s'agit d'une enquête, les enquêtes sont difficiles et si les enquêtes sont figées dans le temps, ça peut être un problème. Et à ce moment-là, je crois que j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos qui va probablement sortir après celle-là. Voilà. En fait, j'expliquais que on ne peut pas faire de, de scénario sur le jeu de rôle en vous basant sur l'intelligence ou la force de suggestion supposée de vos joueurs. Parce que déjà, c'est une définition. Je dirais que c'est une vision des choses assez condescendante. Ensuite, je dirais que vous êtes jamais il y a plusieurs niveaux d'intelligence, donc penser comme ça est une erreur. Et aussi, ça va vous desservir parce que vous allez faire un scénario qui n'est pas adapté à la vision que vous avez, qui est probablement fausse. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs niveaux d'intelligence. Personne n'est censé faire de scénario en fonction de l'intelligence des autres.
Pas genre, oui, les joueurs, ils réfléchissent pas trop, donc en quelque part, je vais faire un scénario, je vais faire un scénario facile pour eux. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire un scénario en fonction de ça? Et à ce moment-là, pour mettre tout le monde d'accord, j'ai donné un conseil que je vais redonner, hein. Au pire, ça va gratter des minutes en plus. De toute façon, les vidéos ne sont pas monétisées. Je fais ce que je veux. Euh, En fait, quand vous faites un scénario où vous voulez régler une difficulté, vous ne devez pas régler ça en fonction du niveau d'intelligence de vos joueurs, pas plus que vous devez forcément vous focaliser sur leurs caractéristiques ou leurs compétences. D'ailleurs, évitez de le faire avec vos compétences aussi, parce que les compétences, c'est quelque chose de surfait, et que si vraiment il faut une compétence pour passer à un acte prochain, ben finalement ils vont se faire chier. Quitte à ce qu'on leur dit, le scénario est foutu, le royaume est mort, c'est envahi par les orques, tout le monde va. Après ils vont dire ouais, mais je ne pourrais pas avancer. Donc il y a la réceptivité. Et à ce moment-là, j'avais expliqué, c'est en fonction de des cordes de votre scénario que vous mettez en lumière. Imaginez que vous êtes un marionnettiste, vous avez les créatures, vous avez les différents événements, vous avez les actes, vous avez les personnages importants, les personnages qui ne le sont pas, et aussi les objets ou les éléments du décor. Vous voyez, c'est comme dans les dessins animés où vous voyez qu'il y a un objet qui est déjà un peu plus coloré pour montrer qu'il est voué soit à être pris, soit à se détruire. Ben, c'est un peu le même principe. Vous devez mettre en lumière, mais à ce moment-là, la question de la subtilité est laissée à votre discrétion. Dans le pire des cas, je vous dirais, trouvez un joueur qui sera votre complice pour régler un scénario que vous jugez important. En faisant des scénarios, en vous basant de ce que vous voulez mettre en lumière ou pas, ça va vous permettre de faire un scénario qui vous plaît sans pour autant faire des tonnes d'entorses vis-à-vis du mode de jeu. Puisque finalement, un scénario peut être très facile parce que les personnages sont très puissants, mais après ils vont passer un bon moment si la thématique leur a plu, si la conclusion leur a plu, si les thèmes abordés leur ont plu, et surtout si le ton donné à la partie leur a plu. Et à ce moment-là, ça règle pas mal de soucis. Ensuite, au niveau des scénarios et de la difficulté, n'ayez pas peur de... comment dire ça? Il ne faut pas que vous ayez peur que... n'ayez pas peur de vous mettre en risque en tant que MJ en jouant avec les peurs les plus profondes. Pas forcément, je dirais pas des joueurs, mais des personnages. Parce que faire un scénario pour jouer avec les peurs d'un joueur, je trouve qu'il y a une espèce de... Je pense qu'il y aura une rupture au niveau, pas forcément scénaristique, mais au niveau de la barrière entre la réalité et la fiction. Vous voyez? Donc, faut pas faire ça. Mais n'ayez pas peur justement, de provoquer un risque, euh, de quelque chose change trop radicalement, que quelque chose change trop radicalement vis-à-vis de la vie d'un de vos personnages. Par exemple, imaginez, le personnage a par exemple une fiancée, et finalement, vous vous rendez compte que oui, elle va être capturée, on va trouver un truc assez classique, hein. Elle va être capturée pour être sacrifiée sous l'autel d'une divinité ennemie au personnage. Ben, il ne faut pas hésiter dans les scénarios de mettre justement les personnages qui sont cités dans le background, les personnages qui sont cités par vos joueurs justement, qu'ils ont créés, s'ils les ont créés, ou des personnages auxquels ils sont très attachés dans la campagne, et que finalement, bah, vous leur dites euh, la, euh, la survie de ce personnage-là dépend de vous. Et à un moment, il va surgir une question. Ils vont vous dire, ah, c'est pour déconner, il va pas mourir en fait. Alors, autant je déteste la logique du contre-pied, c'est-à-dire, ah ah ah, en fait, oui, il allait mourir de toute façon, puisque de toute façon c'est rare que dans ce genre de scénario-là, la personne que vous devez sauver meurt. Franchement, les gens, la logique du contre-pied n'est pas différente de la logique de tous les standards qui s'est vu. Ah, on retourne le truc, c'est différent. Si c'est ça la différence, non.
faites en sorte que l'adversité qui est posée vis-à-vis de ce personnage-là crée un fossé et surtout brise la perception de la difficulté entre vos personnages, enfin entre vos joueurs et le scénario. Et comment ça peut se faire? Je dirais que déjà il faut, si par exemple ça se passe dans un temple, n'hésitez pas à mettre des pièges, mais pas forcément des pièges qui tuent. Par exemple, j'avais fait un truc qui a fonctionné et qui est utilisable qu'une fois. C'est en fait, il y a un endroit dans la première campagne de mon JDR, ma première campagne officielle, où en fait il y avait un ziggurat. Le ziggurat avait des gifts au sol. Et en fait, il y avait des gifts avec des tas de motifs différents sur toute la surface. Et ça, c'est un truc que je faisais aussi beaucoup dans Donjons et Dragons, le jeu plateau de Parker, des jeux Parker qui étaient sortis en 2002-2003. Vous voyez, celui avec les figurines toutes colorées. Et en fait, c'était que j'étais un très bon maître de jeu. D'ailleurs, j'ai jamais perdu un maître de jeu à ce jeu. Avant, j'étais joueur et là, oui, je perdais. Et je gagnais pourquoi? Parce que je ne jouais pas avec, avec des pièges, je jouais avec l'idée supposée de pièges. Vous voyez où je veux en venir? Ça c'est en rapport justement avec un sketch d'un comédien martiniquais qui expliquait justement dans un sketch en tant que policier, en fait, tu joues pas avec les radars, mais avec la peur du radar. Si un truc, par exemple, vous foutez un véhicule qui ne bouge pas dans un coin, mais qu'il n'y a pas de radar dedans, ben, à ce moment-là, les gens se poseront des questions, puisque finalement, voilà. Ou même à l'inverse, vous pouvez faire un système, vous mettez un espèce de truc de balise de barrage, mais en fait, vous faisiez juste un détecteur de mouvement qui active la lumière au-delà d'une certaine vitesse, sans pour autant que la personne se prenne d'une amende. Et je peux vous assurer que ça fonctionnera. Et le truc avec les glyphes, c'est que, et aussi dans Donjons et Dragons, c'est que, vu que j'étais maître de jeu, surtout les joueurs que j'avais, c'était mon frère et ma soeur, vu que mon frère jouait beaucoup avec les pièges et les gros monstres, il pensait que j'allais faire de même. Sauf que, en fait, je leur ai donné quand même pas mal d'aval sur les trucs. Donc, il y a 3 niveaux dans le jeu. Et je leur ai mis niveau 3. Mais pourtant, j'ai utilisé des monstres que de niveau 1 et 2. Justement pour les jauger. Et j'ai gagné quand même. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau des coffres, j'étais assez généreux. Mais aussi, je me basais sur la logique qu'ils prendraient s'ils croyaient que je mettais des pièges. Le piège, il est là? Non, il est là. Ah, tu vas contourner par la gauche. Ah bah non, je contourne par la droite. Et c'est à droite où se trouve le piège. Voilà. Par exemple, si quelqu'un, je crois que par réflexe, certaines personnes qui veulent faire des labyrinthes le font de gauche à droite, donc le sens de lecture. Donc si vous mettez un piège près de la porte ou devant la porte, je pense que c'était pas permis, donc je ne faisais pas. Quand si quelqu'un veut passer, il va passer par la gauche. Donc à ce moment-là, j'aurais mis le piège là. Maintenant, la personne va contrôler par la droite, là où j'aurais mis un piège. Voilà. Donc il y a de ça. Après, si c'est des jeux où il y a des pièges, encore une fois, si je dirais que c'est dans la même idée que je disais, oui, les gens qui font de la branlette, oui, quelque chose est mortel, il est mortel, il n'y a pas moyen de sauver. J'ai envie de vous dire, ok, c'est pas parce que vous êtes dans un donjon qu'il y a des pièges. Et dans Donjons et Dragons, c'est le créateur du Dungeon Crawler, hein, vous promenez dans les donjons comme ça, c'est joli, c'est bien, c'est drôle. Non, drôle, chacun sa définition là-dessus. Mais je ne pense pas que dans un donjon, je ne prends pas forcément l'axe réaliste, mais je pense pas que forcément systématiquement dans un donjon, il y a un piège. Quoi, il y a un piège à loup qu'une personne n'aurait pas vu? Ah, genre par exemple une échelle de 1 à 20 à 14 de perception. Le coup du A, t'as pas vu le piège, voilà. Les pièges doivent être subtils dans le jeu de rôle. Par exemple, dans les jeux comme Donjons et Dragons, le placement est important et à ce moment-là, la disposition des pièges l'est aussi.
Mais dans un jeu qui ne fait pas action sur ne fait pas n'a pas d'impact sur le placement, ben justement, à ce moment-là, il y a plusieurs façons de régler ça. Par exemple, quand je dis à certaines personnes, faites-moi un jet d'acuité, ils se disent, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose là. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont le voir. Et quand ils vont le voir, quand ils vont pas le voir, ça ne veut pas dire que genre le piège était au sol et ils l'ont pas vu. Ça serait ridicule. Ça serait plutôt que le piège est tellement subtil qu'il ne peut pas être vu en temps normal. C'est-à-dire que c'est pas genre c'est un piège magique, mais plutôt imaginons les personnages passent et donc ils font de l'ombre à cet endroit et à ce moment-là, oui, il y a une espèce de piège, genre une petite trappe s'ouvre dans le mur et ça balance des espèces de pointes de flèches métalliques très très grosses pour blesser l'adversaire. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses pour jouer avec la difficulté. Et une des meilleures choses, je pense, après tout ce que je vous ai dit, c'est l'utilisation des outils, l'utilisation des créatures avec parcimonie et surtout avec un côté vraisemblable. Mais aussi, ce que vous devez apprendre à faire, c'est aussi ne vous attachez pas à votre scénario. Il faut pas vous attacher au scénario. Parce que pour moi, un scénario, c'est quoi? Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu les coulisses. De toute façon, voilà. Je vais vous montrer un scénario que j'ai fait. Ah, voilà. Ben, je vais vous donner une petite aide de scénario. Par exemple, vous voyez pas, peut-être pas, je sais pas si à l'envers. Bon, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dessus, de toutes les façons. Cette mission-là, j'ai pas fait. En gros, je fais une notion. Déjà, je regarde quels sont les éléments principaux. Puis la difficulté, puis le ratio entre la contrainte de l'adversité, l'objectif et aussi le temps qui reste au personnage, s'ils sont limités dans le temps ou pas. Ensuite, il y a la nature des objectifs qui sont présentés, et ensuite, il y a l'histoire qui est résumée. Après, il y a différents éléments, c'est des petites notes. Ensuite, il y a les infos supplémentaires, donc les gains si jamais c'est réussi ou si c'est échoué, ou si, par exemple, il y avait des événements secondaires ou ce genre de choses. Et au-delà de ça, quand vous faites cette petite base, ben, vous avez de quoi continuer. Mais en fait, quand je dis il faut pas s'attacher au personnage, bien sûr que vous avez envie de raconter une histoire ou quelque chose. Mais en quelque part, vous avez en face de vous des personnages, donc des acteurs, et euh, ces acteurs justement doivent vous surprendre. Vous leur donnez la réplique, mais ils doivent vous surprendre. Donc surtout, ne vous attachez pas à, justement, ne vous attachez pas à vos scénarios. Au contraire, je pense que c'est en laissant une part de libre au personnage que justement que le scénario va être bien. Aussi, quand vous avez quelque chose qui n'est pas gravé dans le marbre, ça vous permet aussi de le remanier en cours de partie. Mais ça, je vais m'arrêter ici, puisque ça correspond pile poil au moment où je parle de la peur DMJ, et justement, je parlais justement de la peur de se tromper. Avoir un scénario libre vous permet, ou plus ou moins un scénario grossièrement préparé, vous permet déjà d'avoir une notion évolutive énorme, de permettre aussi à vos joueurs de s'épanouir en faisant des décisions, en tâtant le terrain, et surtout c'est une marque de confiance envers eux, en pensant bien sûr qu'ils peuvent produire une bonne histoire. Mais avant de conclure, bon, c'est mon chat qui est en train de miauler pour rien. Petite chose, c'est que si vous avez besoin de, comment dire ça, si vous avez besoin de présenter un jeu de rôle à quelqu'un, la difficulté va être importante. Donc si vous faites des scénarios scriptés, n'hésitez pas à revoir vos attentes à la baisse, puisque c'est un jeu beaucoup trop difficile, risque de attendre. Bon, donc je disais, j'en ai perdu le fil avec ces conneries. Donc en fait, ce que je vous disais, surtout quand vous faites un scénario pour des nouveaux venus, la difficulté est quelque chose qui est très sensible
puisque bon, plus un joueur commence, plus il va se sentir perdu, plus il va se sentir perdu et il va avoir l'impression que son action n'a pas beaucoup de poids, plus il va s'agacer, moins vous avez des chances d'avoir un potentiel nouveau joueur. Ou il va penser aussi, par mauvaise foi peut-être, que vous êtes un mauvais MJ. Donc avoir un scénario qui est fait dans les grandes lignes vous permet aussi de corriger. Et surtout, si vous êtes un maître de jeu et vous voulez présenter le jeu, n'hésitez pas à remanier la difficulté d'un scénario à chaque scène. Et à ce moment-là, il ne faut pas prévenir de la difficulté de scénario, non pas en fonction du contenu de ce que vous avez écrit, mais plutôt du nombre de profils de différents outils tels que les PNJ, les personnages, enfin les PNJ, les créatures, les compétences, ou voire même les objets qui pourront aider à leur succès. Ça m'a pris putain de 4 mois pour faire cette vidéo. Voilà. Donc bien sûr, si vous avez aimé, mettez le petit pouce. Hein, mais c'est surtout les commentaires pour voir un peu ce que vous en avez pensé. Alors bien sûr, au début, le début était un peu corrosif. Mais en même temps, c'était tout à fait logique. Le jeu de rôle, c'est surtout un jeu. Pour que ce soit ludique, il faut que ce soit... voilà, il faut que ce soit... Il faut de l'amusement. Hein, il faut prendre en compte aussi les différents joueurs qui sont à la table. Je parle souvent de la notion de fidéliser les joueurs, raconter une bonne histoire, mais on est au-delà de ça quand on parle de la difficulté. Quand on parle de la difficulté, on parle de mettre une opposition acceptable, voire même une adversité qui va être, si vous voulez, assez agréable à passer outre. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple. Quand par exemple vous vous mettez à crocheter dans un jeu, vous vous mettez à crocheter une serrure extrêmement facile, ben à un moment ça va vous saouler. Mais quand vous aurez une vraiment difficile, ben à ce moment-là, vous avez une impression de défi, une impression d'adversité, une impression que vous pouvez vous dépasser. Et le meilleur moyen de se dépasser au niveau de l'adversité, c'est déjà que d'une part, on ait l'impression d'avoir une progression nette, ou plutôt moins qu'on a le choix de pouvoir avancer, mais surtout d'avancer avec les autres, avec les différentes composantes qui forment une équipe. En tout cas, si vous jouez à un jeu de rôle, d'action, ben justement, si vous êtes avec plusieurs personnes et que finalement vous voyez que vous arrivez à avancer dans un scénario rapidement, ben c'est quand quelque part, soit vous vous complétez, soit vous apportez quelque chose que l'autre n'a pas, et donc vous arrivez à créer une symbiose qui, justement, mettra l'accent sur le côté ludique de l'activité, ou voire même du scénario, hein. Enfin dans le scénario surtout, hein, puisque une partie ne garantit pas à un débutant que oui, il va s'y mettre définitivement. Donc, alors c'était Jinji pour Jinji DR. Alors j'avais déjà teasé la première vidéo là sur les peurs des jouets DMJ, en fait dans la vidéo précédente. Ben la prochaine, ça sera celle-là. Étant donné que bon, il faut avouer que le temps d'upload est assez machin, et d'ailleurs j'ai pas la fibre. Ça va être très long, donc j'espère que vous allez prendre votre mal en patience. Après cette vidéo-là, je pense que les autres vidéos vont prendre plus de temps à sortir. Au moins vous êtes prévenus. Je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée, bon appétit. Et surtout, amusez-vous bien et arrêtez de vous prendre la tête sur le jeu de rôle pour des trucs de branlette, quoi. Je veux dire, la branlette intellectuelle, c'est ça, la véritable branlette intellectuelle, c'est de donner de l'élitisme. À partir du moment où tu mets de l'élitisme dans quelque chose, j'avais déjà parlé de la citation de l'élitisme, mais c'est un peu ça. À partir du moment où la véritable branlette, c'est de commencer à parler de notions d'élitisme qui ne sont pas pertinentes et qui sont purement arbitraires. Voilà. Au pire, jouez au livre dont vous êtes le héros. Manga boy, si t'as envie de te toucher la nouille. Hein, voilà. À la prochaine fois, j'espère que je vais trouver des thèmes beaucoup plus... d'autres thèmes, puisque bon, au niveau des questions, ça fuse pas beaucoup. Mais avec les vidéos que j'ai déjà traitées, je pense qu'on a déjà brassé tout ce qu'il y a de plus commun dans le JDR.
après les 2 autres vidéos qui suivent, donc ça sera 4 vidéos au mois de janvier, ou fin janvier, mi-janvier, début février. Là, je pense qu'on va plutôt parler de certaines choses qui sont en rapport avec le JDR, mais plus en rapport avec la création à l'intérieur, et non pas des aides, des mécaniques de règles, ou de l'assimilation de principes. Donc on passe à un palier au-dessus, en espérant que je trouve des choses assez intéressantes. N'hésitez pas à me proposer vos thèmes en commentaire, ou me demander mon avis sur quelque chose, je serai ravi d'y répondre. Voilà, à la prochaine fois sur ma chaîne Aldo à Jinji. Voilà, à plus.